Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Sandy Sampé, chargée d'expertise scientifique en promotion de la santé à la direction de la promotion de la santé et de la prévention de Santé publique France. Je vais vous parler ce matin d'un projet qui s'appelle le projet Ponjo ou l'intervention Ponjo. Et je vais vous décrire 4 choses. Je vais reprendre mon diaporama. Voilà. Donc la présentation se déroulera en 4 parties. Je vais d'abord vous parler de l'intervention dans ses grandes lignes, mais surtout de la démarche qui nous a conduit à élaborer cette intervention. Je vais vous la décrire un peu plus précisément dans une deuxième partie. Puis je vais vous transmettre quelques enseignements qu'on tire d'ores et déjà de cette expérimentation et qui peuvent alimenter les réflexions de votre journée. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments sur le volet 3 de Ponjo, donc Ponjo 3, qui se lance à partir de cette année. Voilà. Donc, la démarche du projet Ponjo, elle s'inscrit dans une démarche un peu classique pour Santé publique France, puisqu'on est parti de la littérature pour repérer des interventions efficaces de prévention précoce qui visaient à intervenir le plus tôt possible pour avoir un effet le plus grand et le meilleur sur la santé du petit enfant, notamment sur les aspects de santé mentale, mais également sur la santé au long cours, puisque, comme je vous le décrirai, on a pu identifier des bénéfices à ce type d'intervention qui impactent la vie au long cours. Une fois qu'on a repéré dans la littérature les interventions de type intervention précoce à domicile, on a essayé de l'adapter au contexte d'implantation français, en l'occurrence une petite particularité qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'en France on a des PMI et on a du coup pris en compte cette spécificité française pour pouvoir adapter les interventions décrites dans la littérature scientifique internationale. Puis nous avons, donc ça c'était la phase Ponjo 1. En Ponjo 2, dans la phase 2, nous avons expérimenté sur quelques territoires pour évaluer l'efficacité de cette adaptation. Et nous devrions en être au déploiement national, mais on a décidé, pour diverses raisons, de faire un déploiement ambitieux qu'on appelle Ponjo 3, puisque nous avons des résultats d'évaluation sur des petits territoires et on a besoin de voir si les stratégies d'implantation peuvent vraiment permettre l'implantation de cette intervention à une échelle un peu plus grande, qui serait à l'échelle de plusieurs départements, comme je vous le décrirai. Je vais reprendre l'étape numéro 1, au niveau de la littérature internationale. On a vraiment les visites à domicile préventives ressortent depuis longtemps comme des actions efficaces et intéressantes pour la santé des enfants. Dès les années 70, ça se développe aux États-Unis, puis au Québec, puis après, dans les années 90, en Grande-Bretagne, et actuellement, quasiment tous les pays d'Europe de l'Ouest ont une expérimentation en cours ou des programmes d'intervention à domicile. En France, on peut citer, à partir des années 2000, le projet KPDP, puis Ponjo, puis Pearl, et puis des projets qui sont menés par non pas les PMI en direct, mais par les TISF, qui, notamment en PACA, ont une forte activité. Il y a une littérature abondante, mais du coup, c'est presque trop riche, on dirait, puisque ces résultats concernent des interventions qui peuvent viser des publics différents, qui ont des contenus légèrement différents, des types d'intervenants différents, et donc des indicateurs aussi d'efficacité différents. Ce qui nous a particulièrement séduit, si on prend un peu les bénéfices des interventions très précoces, donc la plupart d'entre elles commencent dès la grossesse, c'est notamment l'impact sur la santé de l'enfant. Il y a aussi un impact sur la santé des futures mères. Mais sur les enfants, là je vous ai cité que 3 éléments principaux, mais on a un impact notamment sur le développement psycho-affectif des enfants.
Et pendant la période des 1000 jours, donc de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on peut avoir des bénéfices vraiment très divers. En tout cas, sur le développement psycho-affectif, on constate par exemple qu'il y a moins de problèmes d'attachement à 1 an et moins de troubles du développement. Sur le moyen terme, après, au-delà des 1000 jours, on a un meilleur développement cognitif des enfants, on a moins de troubles du comportement, on a un meilleur développement du langage, et puis encore au-delà, certaines interventions, notamment les interventions américaines du chercheur Holtz, montrent que 12 ans après l'intervention, il y a moins de consommation de tabac, moins de consommation d'alcool et de cannabis. Donc c'est des choses vraiment, enfin c'est des interventions qui potentiellement sont vraiment très très performantes, on va dire. Ce qui ressort de la littérature, c'est qu'il y a des facteurs de réussite pour ces interventions. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des interventions de ce type qui n'atteignent pas leurs objectifs, en tout cas qui ne sont pas jugées efficaces. En revanche, quand elles sont efficaces, on identifie des facteurs de réussite communs. Il faut qu'elles débutent précocement, donc le plus tôt possible, a priori plutôt pendant la grossesse, qu'elles aient un rythme soutenu assez intense, que les visites à domicile se fassent à la fois régulièrement, mais aussi en termes de nombre suffisant, que les intervenants soient formés et supervisés, que ces interventions reposent sur un contenu défini et que le contenu de ces interventions corresponde aux attentes et aux besoins des familles. Alors avec tout ça, une fois qu'on avait toute cette richesse, on a pu faire une première proposition d'intervention. Et je vais vous décrire maintenant quelle l'intervention Panjo. Donc Panjo, ça veut dire, c'est un acronyme un peu tiré par les cheveux pour dire promotion de la santé et de l'attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents, un outil de renforcement des services de PMI. On a en effet des PMI qui font déjà de la visite à domicile. Ce qu'on va leur donner avec cette intervention, ce projet, c'est on va renforcer la capacité des PMI à agir sur le développement des liens d'attachement sécurisants entre le parent et l'enfant. Alors pourquoi l'attachement ? Déjà une première définition de l'attachement. L'attachement est un lien affectif durable d'un enfant envers un adulte qui en prend soin, généralement le parent, mais c'est quelqu'un d'autre, et qui se manifeste notamment par divers comportements permettant à l'enfant, surtout dans les moments de détresse, d'interagir avec cet adulte. Donc ça, c'est une définition consensuelle de John Bowlby de la fin des années 60. Et pourquoi s'intéresser à l'attachement ? C'est que l'attachement, c'est un besoin fondamental. C'est le méta-besoin de sécurité qui va être illustré par cette notion d'attachement. Donc, le développement d'un attachement précoce sécurisant à sa figure de soin permet à l'enfant d'explorer son environnement avec confiance, contribue à la mise en place d'un large éventail de compétences, dont le goût pour l'apprentissage, l'estime de soi, les compétences sociales affirmées, etc. En fait, plus on va sécuriser un enfant, plus il va se sentir en capacité d'aller explorer, puisque au final, il sera toujours sûr de pouvoir compter sur son adulte référent pour aller se sécuriser si au final il est choqué, stressé par ce qu'il vient de découvrir ou ce qu'il vient de faire pour la première fois. Donc c'est cette notion de pouvoir compter sur son adulte là qu'il est intéressant de développer, parce qu'un enfant sécure qui a développé une relation sécurisante avec au moins un adulte va pouvoir se développer pleinement. Alors, on fait un schéma très schématique, si je peux dire. Le processus de développement de l'attachement, bon, si on le schématise comme vous l'avez sous les yeux là, on pourrait dire que si un adulte prend soin de l'enfant en faisant preuve de sensibilité, de proximité, sensibilité aux signes de l'enfant, de proximité notamment en le prenant dans les bras, en le cajolant ou en faisant des signes d'être proche, être engagé, c'est-à-dire si l'adulte fait preuve d'être là, disponible, attentif et d'avoir une vraie vigilance par rapport à son enfant et qui suscite des interactions ou de la réciprocité, alors on va pouvoir avoir un enfant qui se sent aimé, en contrôle et en confiance. Il va développer un attachement sécurisant et trouver un équilibre entre sa volonté d'explorer et son besoin de proximité avec le parent. Si au contraire, l'adulte ne parvient pas à exprimer ou à faire preuve de sensibilité, de proximité, d'engagement et n'arrive pas à susciter la réciprocité, on risque d'avoir un enfant qui manque de contrôle et de confiance. Donc c'est exactement ce qu'on va chercher à
renforcer, on va essayer dans Panjo de renforcer les capacités des parents à exprimer et, à démontrer ou à créer du lien sécurisant avec son enfant. Alors, a priori, cette intervention ne s'adresse pas à tout le monde, puisqu'on va essayer d'aller chercher des familles qui sont en situation de fragilité psychosociale pour deux raisons. Vous les avez sous les yeux. Ce qui peut freiner, empêcher un parent de développer sa sensibilité, sa proximité ou son engagement avec son enfant. C'est un état émotif ou un bien-être psychologique un peu affaibli ou pas suffisant. Et également, ce qui peut affaiblir la capacité du parent à créer un lien sécurisant, c'est de ne pas pouvoir compter sur un réseau social suffisant, ou en tout cas d'avoir un réseau social qui lui-même est contenant et sécurisant. Donc, ça peut très clairement, pour une mère, prendre l'illustration d'être dans un foyer avec une relation conjugale non satisfaisante, violente ou très insécurisante, ou le fait de se retrouver seule avec son enfant, sans pouvoir compter sur une famille ou sur des proches. Les puéricultrices de PMI qui font des visites à domicile Panjo vont essayer de renforcer les capacités des parents, notamment en agissant sur le bien-être psychologique du parent et sur son réseau social. Pour cela, c'est pas magique, hein, il va falloir adopter des principes et des postures qui sont les plus favorisantes. Et en premier lieu, établir un lien de confiance avec les familles. Donc un contact privilégié, continu, être disponible, être dans l'empathie évidemment. Donc c'est assez exigeant, c'est une intervention qui est même très exigeante, au sens où la puéricultrice devient un acteur pivot. Et elle doit en premier lieu créer la confiance, mais après maintenir ce lien de confiance tout au long du suivi, et en étant particulièrement disponible, même si c'est pas elle qui va tout faire. À titre de posture et de principe, elle doit viser à développer le sentiment d'auto-efficacité des parents. Elle doit adopter une approche des petits pas, c'est-à-dire que les objectifs sont construits avec la famille, même si elle a des grands objectifs à poursuivre autour du développement des liens d'attachement. Mais il faut des objectifs co-construits avec les parents afin qu'ils soient réalistes, afin que ça soit à la mesure de la famille et ne pas mettre la famille en échec tout en la faisant progresser. Il faut tenir compte des valeurs et des croyances de la famille, intervenir auprès de l'autre figure parentale, c'est-à-dire que souvent, enfin même quasiment exclusivement, on rentre dans les foyers via la mère, mais l'idée est bien de pouvoir avoir le coparent ou le père qui soit présent et qui puisse aussi interagir avec son enfant. Et pour faire tout cela, ça ne peut pas dépendre d'une seule infirmière puéricultrice. Elle doit pouvoir, elle, s'appuyer sur une équipe, un réseau interdisciplinaire qu'on trouve souvent dans la PMI, mais ça peut être aussi au-delà. Et puis, comme nous le verrons, nous proposons des supervisions afin de pouvoir soutenir ces équipes. Ainsi, l'intervention Panjo à ce jour cible des femmes en situation de fragilité psychosociale attendant leur premier enfant, exprimant un sentiment de solitude. Elle est constituée de visites préventives intenses qui démarrent pendant la grossesse et qui vont au minimum jusqu'aux 6 mois de l'enfant, mais qui peuvent s'étendre jusqu'au 1 an de l'enfant, centrées sur le développement des liens d'attachement sécurisants, mais aussi en gardant une approche globale et donc en prenant en compte les besoins des familles et en essayant de répondre à leurs questions. 6 visites au minimum, 2 en prénatal, 4 en postnatal et 20 minutes par visite au minimum consacrées à l'attachement. Pour pouvoir intervenir de la sorte, on propose 5 jours de formation, 2 sur l'attachement et 3 jours sur l'intervention à domicile. Les 2 jours sur l'attachement sont dédiés à l'ensemble des équipes de PMI et les partenaires. On fournit également des outils, les outils d'intervention Panjo, et on demande à ce que la PMI puisse mettre en place des supervisions. Les superviseurs doivent pouvoir intégrer très rapidement le projet pour pouvoir vraiment, suivre la formation d'attachement, mais aussi accompagner les équipes dans l'esprit de ce projet.
On a appris beaucoup de choses à travers l'expérimentation qui s'est mise en place. Elle s'est mise en place à partir de 2016 sur 22 secteurs, donc 22 équipes de PMI sur 11 conseils départementaux. Elle a été mise en place par Santé publique France en partenariat avec l'ANIS. On a fait une convention de recherche et développement ensemble et on s'appuie sur BVA et sur l'UQAM pour la collecte de données pour BVA et l'UQAM pour les analyses. Et c'est Thomas Seyas qui est donc l'investigateur principal de l'évaluation d'efficacité de Panjo 2. On avait choisi de faire entrer dans Panjo 2 des femmes nullipares, des femmes majeures, évidemment, des femmes enceintes de moins de 33 semaines, donc 35 semaines d'aménorrhée, et puis pour essayer de cibler ces familles qui pourraient être en difficulté sur le développement des liens d'attachement, on a rajouté un critère qui était le sentiment de solitude. En fait, ça fait très peu de critères, parce que ce qu'on avait pu constater dans les PMI, c'est que il y avait beaucoup de critères qui étaient posés pour déclencher une visite à domicile. Et en fait, très peu de familles avaient accès aux visites à domicile, globalement. Du coup, on a plutôt pris l'idée inverse, c'est qu'on allait plutôt avoir moins de critères, mais se centrer vraiment sur les besoins autour de l'attachement. D'où cette idée de sentiment de solitude. Il fallait que les femmes répondent oui à la question « Vous sentez-vous seule par rapport aux changements qui vous attendent avec l'arrivée de votre enfant ?» Et ce qu'on a pu identifier à travers cette expérimentation, c'est que faire adhérer les familles primipares en situation de fragilité psychosociale à un programme de suivi assez intense, ce n'est pas simple. Et pour des raisons notamment sur les questions de critères de recrutement, c'était peu de critères, mais c'était quand même déjà assez compliqué. En fait, les PMI ont réussi à respecter ces critères de recrutement, heureusement, sinon on n'aurait pas pu lancer l'évaluation d'efficacité, mais ça a été assez laborieux. Il y a quand même eu des avantages, c'est que ces critères un peu plus larges ont permis à des nouveaux types de parents, nouveaux types de familles d'entrer en contact avec la PMI, des profils plus divers, et puis voilà, des choses qui changent puisque les retours de terrain étaient assez rapides sur ça, avec des familles qui habituellement ne venaient pas forcément, en tout cas, à la PMI. Mais le recrutement était vraiment laborieux. On a dû étendre la période de recrutement d'1 an. On a au final moins de familles qu'attendu. Et c'est pas que du côté des PMI que ça a été compliqué de recruter, mais également pour les maternités qui recrutaient le bras contrôle. Ça a été assez complexe. Donc finalement, on a moins de familles qu'attendu, donc c'est clairement compliqué. Et plusieurs éléments sont ressortis comme ne facilitant pas ce recrutement. Déjà, les femmes primipares sont peu en contact avec les services, en tout cas pas très tôt dans leur grossesse. Et très vite, on identifie la difficulté pour les PMI de récupérer les déclarations de grossesse suffisamment tôt. Et en plus, le formulaire CERFA de déclaration de grossesse a fait disparaître les numéros de téléphone, des familles, ce qui a rendu la tâche encore plus complexe pour que les PMI puissent rentrer en contact avec les futures mères. Et en ce qui concerne les maternités, elles étaient très, très, très occupées par plein d'autres choses. Et puis, de toute façon, dans beaucoup de maternités, les femmes arrivent assez tardivement en suivi, voire même c'est une politique de l'établissement pour ne pas surcharger les services que de prendre les femmes qu'à partir de la 35e semaine, voire même plus tard, pour un premier contact. Donc, ce qui a fragilisé l'intervention, ou en tout cas le recrutement. La question du sentiment d'isolement était intéressante puisqu'elle permet de diversifier et de toucher des publics peut-être un peu différents. Mais par contre, elle n'est pas suffisante parce qu'elle est très variable. On a pu constater que des femmes répondaient oui à cette question au moment du recrutement et que 48 heures plus tard, quand BVA les appelait pour faire un premier entretien,
elles répondaient non à cette question pour 50% d'entre elles. Donc, c'est assez variable et rapidement dans le temps. Donc, certainement intéressante parce que c'est le point de vue de la femme. En revanche, certainement à croiser avec d'autres critères peut-être plus de la part du professionnel, enfin plus lié à l'observation qu'en a le professionnel. En tout cas, pour pouvoir recruter, il faut mettre en place une dynamique beaucoup plus globale au-delà des quelques personnes qui interviendront à domicile. Il faut que les sages-femmes des PMI puissent s'emparer de cette intervention, mais aussi qu'un travail se fasse avec l'ensemble des partenaires des territoires pour vraiment inscrire l'intervention Panjo comme un des services à part entière de la PMI et pas seulement une petite expérimentation. Alors, je vois que le temps file. Je vais passer à une petite conclusion sur Panjo 2, même si évidemment j'ai dit très peu de choses. Globalement, ce qu'on peut en retenir, c'est que les territoires sont... les équipes qui ont mené Panjo 2 ont été tout à fait séduites par le dispositif, favorise une meilleure communication avec les familles, donne une image plus positive parce que plus préventive de la PMI. Elle dynamise des équipes parce que c'est un sentiment d'utilité et d'efficacité retrouvé. Et ça rend les échanges et les réflexions entre professionnels beaucoup plus riches que ce qu'elles avaient auparavant pu expérimenter. Donc un fort enthousiasme de la part des PMI et des services qui en ont fait la promotion auprès de leur direction, auprès de tout un tas d'interlocuteurs, des ARS ou des ministères. Donc c'est plutôt très positif sur ce plan-là. Mais se pose très clairement la question des moyens financiers et humains, comme d'habitude, mais je dirais aussi du Panjo pour qui? Puisque le fait d'avoir limité au prix mi-part a tout de suite posé des questions, ou en tout cas des freins de la part de certaines professionnelles. Et est-ce que ces interventions sont là pour être seulement destinées à des personnes qui expriment un sentiment de solitude, ou est-ce qu'il faut aller dans du plus vulnérable, en sachant que la littérature internationale est plutôt centrée sur des publics très vulnérables, mais ça peut être intéressant d'élargir. Donc il y a tout un tas de questions autour du public cible, en fait, de ce type d'intervention, qui sont à poser, à mettre sur la table et à mettre à l'ouvrage. À remettre à l'ouvrage en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette première question de l'accès à la prévention précoce. Un petit dernier mot sur Panjo 3. Donc Panjo 3, en attendant les résultats d'efficacité de Panjo 2, on a lancé avec quelques départements et quelques ARS ce projet Panjo 3. L'idée de Panjo 3, c'est de faire donc un déploiement de tests à grande échelle. Et notre objectif à Santé publique France, c'est de trouver un modèle de partenariat département ARS Santé publique France qui permette une implantation à grande échelle et viable économiquement, et d'un point de vue donc viable économiquement certes, mais aussi une implantation durable en termes de qualité. Donc il faut un déploiement ambitieux sur l'ensemble des équipes de la PMI. Elle a été lancée dans 3 départements de Bretagne. L'ARS Grand Est est aussi intéressée, et j'espère que... et la Réunion également, pardon. J'espère que d'autres régions ou départements se lancent ou aient envie de tester ce déploiement afin qu'on puisse avoir suffisamment de familles concernées pour qu'on puisse voir si cela fonctionne sur du long terme et si ces interventions sont efficaces à grande échelle. En tout cas, on bénéficie aujourd'hui d'un contexte favorable à travers différents plans, et notamment le dernier plan qui est le plan mi-jour, qui devrait donc permettre de nouvelles expérimentations, ou en tout cas de mener ce déploiement test à bien. Voilà. Merci.